Alors, dans cette capsule, on va discuter de maladies cardiovasculaires, bilan lipidique et indice tibio-huméral. Même un suivi rigoureux des recommandations des sociétés médicales pour le diagnostic des maladies cardiovasculaires ne permet de détecter qu'environ un patient sur deux à risque de développer ces maladies cardiovasculaires prochainement. Quand on parle de maladies cardiovasculaires, on pense en particulier à l'athérosclérose et aux complications qui en découlent, comme l'infarctus du myocarde, la crise du cœur, ou l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Malheureusement, pour une très forte proportion des patients, c'est à l'urgence qu'on va révéler les premiers signes d'une maladie cardiovasculaire. C'est un petit peu tard. Et pourtant, ces gens-là ont souvent eu des bilans lipidiques dans les années qui ont précédé leur visite à l'urgence, et ces bilans lipidiques se sont souvent avérés essentiellement normaux, sans grande particularité. C'est donc dire que les analyses de laboratoire de base n'étaient pas suffisantes pour établir un diagnostic de maladie cardiovasculaire. Mais qu'est-ce qui manque donc au bilan lipidique pour qu'on soit capable de détecter un plus grand nombre de patients? Alors, depuis plusieurs années, les mêmes sociétés médicales nord-américaines recommandent de calculer pour chaque patient son risque de développer une maladie cardiovasculaire à l'aide d'un calcul qu'on appelle le calcul du risque de Framingham. Alors, le mot Framingham vient du nom d'une petite ville américaine du Massachusetts, une ville d'à peu près 6 000 habitants, dont toute la population est suivie systématiquement depuis la fin des années 40, donc depuis plus de 60 ans maintenant. Alors, en ayant étudié plusieurs générations, les gens qu'on a étudiés en 1950 sont aujourd'hui soit des grands-parents, soit même décédés, leurs enfants, leurs petits-enfants, probablement leurs arrière-petits-enfants font partie de cohortes chez qui on peut déterminer, lorsque des maladies cardiovasculaires surviennent, quels étaient les éléments dans leur histoire, leurs tests de laboratoire ou toute autre composante qui aurait permis de mieux prévoir leur maladie cardiovasculaire. Le calcul du risque de Framingham qu'on utilise aujourd'hui va donc incorporer toute une série de ces éléments-là qui ont été découverts avec la population de Framingham. En particulier, on va donner des points pour ces différents facteurs de risque et c'est le total des points qui va nous permettre d'établir la probabilité qu'un individu développera une maladie cardiovasculaire dans les 10 prochaines années. Est-ce que ce sera un risque élevé, un risque faible ou un risque intermédiaire? Par exemple, si c'est un homme ou si c'est une femme, en fonction de son groupe d'âge, on va lui donner un certain nombre de points. On va donner également un point si le cholestérol total est élevé, on va en soustraire un si le bon cholestérol, le cholestérol HDL, est supérieur à la normale. On va tenir compte si l'individu fume, ou si encore s'il fait de l'hypertension, et si cette hypertension est traitée ou pas. On va finalement ajouter quelques points si le patient est diabétique. À ce total de points va correspondre un risque de développer une maladie cardiovasculaire en pourcentage. Si vous avez un risque de 20 et plus de développer une maladie cardiovasculaire dans les 10 prochaines années, on dit que vous avez un risque élevé. Si vous avez moins de 10 de développer une maladie cardiovasculaire dans les 10 prochaines années, on dit que vous avez un risque faible. Évidemment, si vous avez entre 10 et 20 de probabilité de développer la maladie cardiovasculaire, on va parler d'un risque intermédiaire. Au cours des années, on a cherché à améliorer le pouvoir du calcul de Framingham de détecter le plus grand nombre possible de patients à risque de développer les maladies cardiovasculaires avant de se présenter à l'urgence. Par exemple, on sait maintenant que si un des parents d'un individu a eu un infarctus ou un AVC avant l'âge de 60 ans, le risque de Framingham doit être doublé. Vous aviez un risque de Framingham de 12 %. Si votre père ou votre mère ont fait un infarctus ou un AVC avant l'âge de 60 ans, vous devez doubler ce risque, qui passe donc à 24 %. Et vous avez donc un risque élevé qu'il vous arrive la même chose. On va également tenir compte des patients qui vont développer des maladies inflammatoires chroniques, puisque c'est un facteur de risque supplémentaire. On va tenir compte des individus qui ont le diabète de façon plus importante que dans le tableau initial. Dès qu'un individu est diabétique, on va tout simplement le considérer à risque élevé. On va tenir compte ensuite si un patient va développer une maladie qu'on appelle le syndrome métabolique, qui associe à la fois obésité, donc un tour de taille trop élevé, et hypertension. On va tenir compte aussi, et on devrait tenir compte aussi, de tous les individus qui ont des signes d'athérosclérose déjà établis par des techniques indépendantes. La plupart des médecins vont utiliser plus que le calcul initial du risque de Framingham pour établir le risque de développer donc la maladie cardiovasculaire dans les 10 prochaines années, mais peu vont aller à la recherche des risques indépendants ou de la présence d'athérosclérose. Or, il existe des moyens faciles,
relativement peu dispendieux d'établir si un individu a un peu d'athérosclérose dans ses vaisseaux sanguins. Une de ces techniques s'appelle la mesure de l'indice tibio-huméral ou l'ITH. Le principe de l'ITH est le suivant. Chez un individu, à cause de la gravité, la pression artérielle, donc la pression sanguine dans les membres inférieurs, dans les jambes, est normalement légèrement plus élevée que celle dans le haut du corps ou dans les avant-bras. En fait, elle est de 10 à 40 plus élevée dans les membres inférieurs que dans les membres supérieurs. Chez un individu qui commence à développer de l'athérosclérose, donc des artères qui se bougent graduellement avec une plaque de cholestérol, il y a moins de sang qui circule dans les jambes. Et comme il y a moins de sang, la pression artérielle a tendance à diminuer. Chez un individu normal, la pression des membres inférieurs est plus élevée que dans les membres supérieurs. Et ça peut aller jusqu'à l'inverse chez un patient qui fait de l'athérosclérose. Alors, si on fait un rapport des tensions artérielles des chevilles sur les bras, donc à la cheville, on va prendre la tension artérielle au niveau de l'artère tibiale et au bras, on va prendre la pression artérielle au niveau de l'artère humérale. Donc, en faisant le rapport de ces pressions, tibia sur humérus, on va obtenir un signe de l'occlusion des membres inférieurs. À nouveau, chez un individu normal, l'ITH devrait se situer entre 1,1 et 1,4. Comme j'ai dit tout à l'heure, de 10 à 40 plus élevé dans les membres inférieurs que dans les membres supérieurs. À mesure que les artères vont s'obstruer, le ratio se renverse et un ratio qui sera inférieur à 0,9 va automatiquement doubler le risque de Framingham. Un ratio entre 0,9 et 1,1 va démontrer des signes d'athérosclérose qui devront être pris en considération dans l'évaluation du risque global. S'il y a de l'athérosclérose dans les membres inférieurs, il y en a probablement partout dans l'organisme. Finalement, un indice tibio-huméral en bas de 0,45 est associé à une maladie importante des membres inférieurs qu'on appelle l'oblitération des membres inférieurs et qui se manifeste souvent chez la personne âgée par de la claudication. Donc, un ITH en bas de 0,45 est un signe d'une athérosclérose extrêmement importante et qui doit être prise en considération dans les plus brefs délais. Des publications dans la littérature médicale, en particulier une méta-analyse, donc une analyse qui a regroupé plus de 50 000 individus, hommes et femmes, sur plusieurs années, a démontré que l'indice tibio-huméral avait un rôle à jouer dans le diagnostic de la maladie athérosclérotique. En effet, ils ont démontré que si on avait tenu compte d'un indice tibio-huméral en bas de 0,9 ou en bas de 1,1 dans les populations de patients, 19 des hommes et 36 des femmes de l'étude auraient eu un score de Framingham dans une classe différente. En particulier chez les femmes, le risque était sous-évalué et 36 d'entre elles voyaient un risque de fait devenir modéré et un risque modéré devenir élevé. Donc, l'ajout de la mesure de l'indice tibio-huméral apportait beaucoup d'améliorations à la prédiction du risque cardiovasculaire chez ces individus. Alors, la mesure de l'indice tibio-huméral est une technique simple. Il s'agit de mesurer la pression artérielle dans les bras et dans les jambes avec un appareil spécial à base de Doppler. C'est une analyse qui peut se réaliser au même moment ou dans la même séance où un individu ou un patient vient pour ses prélèvements sanguins ordinaires. C'est donc pour cette raison que Biron Laboratoire Médical a décidé de proposer un bilan cardiovasculaire amélioré, donc qui contiendrait le bilan lipidique traditionnel, les marqueurs de risque plus récents, comme ceux qui vont indiquer le syndrome métabolique ou encore les processus inflammatoires, et le tout sera complété par une mesure de l'indice tibio-huméral, de telle sorte qu'on pourra retourner au médecin un calcul du risque de Framingham commenté, qui sera vraiment le total des risques d'un individu de développer ces fameuses maladies cardiovasculaires. Parlez-en avec votre médecin.